solaire. Deuxième partie de News et compagnie à 21h30 avec nos invités pour revenir sur l'avenir du prélèvement à la source. Sera-t-il mis en place au 1er janvier 2009 ? Il y a beaucoup de doutes et de plus en plus au fil des heures. On en parle avec nos invités. Guillaume Durand, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste politique à Radio Classique. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue Guillaume. Bonsoir Mathilde Panot, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bienvenue à vous. Et on accueille Maurice Safran. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste chez Challenge. Bruno Jeudi nous rejoint dans un instant. D'abord, Rachid, l'impôt à la source et toutes ces questions qui vont avec. Emmanuel Macron qui a affiché aujourd'hui ses doutes encore une fois sur ce prélèvement à la source. Le chef de l'État s'est confié à des élus de la Mayenne en marge de sa visite à Laval. Avec ça, on peut brûler un capital politique. Imaginez qu'il y ait 100 000 bugs, aurait-il déclaré. Ce qui me pousse à faire cette réforme ne seront pas là demain pour me défendre. Emmanuel Macron reconnaît que la mensualisation serait une porte de sortie. Auparavant, le chef de l'État avait fait sa rentrée dans un collège de Laval, où il a fait le tour des classes, bien sûr, échangé aussi avec les enseignants et les élèves. Il a même déjeuner à la cantine. Quant à Nicolas Hulot, il souhaite beaucoup de bonheur à son successeur, dont on ne connaît toujours pas le nom. L'ex-ministre de la Transition écologique est rentré à Paris après quelques jours passés en Bretagne. Il dit avoir le cœur triste, mais l'esprit léger et la conscience tranquille, et espère que sa démission n'aura pas été vaine. Des larmes et des sourires ce matin pour dans les 60 000 établissements scolaires de France. 12 millions et demi d'élèves ont repris le chemin de l'école, du collège et du lycée. Une rentrée en musique, en tout cas, pour certains, ce matin. Une rentrée balle au pied, cette fois, pour les champions du monde. Les héros du mondial en Russie se sont retrouvés pour la première fois depuis leur victoire à Clairefontaine. Un retrouvaille en vue de la préparation du match Allemagne-France jeudi en Ligue des Nations, avec deux petits nouveaux. Benjamin Lecomte pour remplacer Hugo Lloris, qui est blessé, et Benoît Costil pour remplacer cette fois Steve Mandanda, lui aussi blessé. Ainsi va l'actualité. Place à News et compagnie, deuxième partie. Deuxième partie de News et compagnie avec Maurice Safran, Mathilde Panot, Guillaume Durand et Bruno Jeudi pour revenir sur cette semaine haute en couleur pour Emmanuel Macron avec cette question autour du prélèvement à la source et ce remaniement normalement annoncé pour demain. Le prélèvement à la source avec des offs comme on dit. On a eu, nous cet après-midi, la visite du président Macron à la préfecture de Mayenne et il s'est confié à quelques élus. Avec ça, on peut brûler un capital politique. Imaginez qu'il y ait 100 000 bugs. Il y avait déjà des doutes à Helsinki sur le plan technique de la part d'Emmanuel Macron. Ça, c'était la semaine dernière. Ce lundi, on repart de plus belle. Guillaume Durand, ça veut dire que c'est plus du plomb dans l'aile pour le prélèvement à la source. C'est-à-dire que le sentiment qu'on peut avoir, connaissant la psychologie du président de la République, c'est qu'au fond, les critiques de la presse, rien ne va plus dans le JDD, il s'en fiche. Les critiques de l'opposition, la France Insoumise, les Républicains ou le Front National, il s'en fiche. En revanche, les Français et les sondages, et on en revient à cette histoire de bug, ça, c'est assez compliqué à gérer, d'autant plus qu'il est là depuis 15 mois, c'est-à-dire c'est 25% du quinquennat. On n'est pas au début. On est dans le dur, du dur, avec des situations et des chiffres économiques qui sont très très mauvais. Donc à l'égard de ces Français qui sont les contribuables, il y a une véritable interrogation dont il est seul à savoir s'il va appuyer ou pas sur le bouton et dans quel sens. Concernant le remaniement, je pense que la différence qui peut exister et qui fait ce soir ou qui pose un petit problème, c'est que je crois savoir très modestement qu'il y a une petite différence entre le Premier ministre et le président de la République. Pour Emmanuel Macron, j'allais dire, il ne s'agit pas d'un remaniement. Hulot est parti, c'est un départ, on le remplace, c'est quasiment pas un remaniement. Et c'est dans la psychologie de Macron, il a vécu 15 remaniements avec Hollande, il y en a eu 15 avec Sarkozy, pas question de remanier à tour de bras. En revanche, les arguments d'Édouard Philippe, et après j'en ai terminé, c'est de dire, au fond, on a annoncé à tout le monde qu'on évaluait les ministres, donc si on les évalue, et qu'on ne fait rien au bout, c'est-à-dire qu'on sait très bien, qu'on vient de voir Didier Deschamps, qu'il y en a des bons, qu'il y en a des mauvais, c'est une occasion ratée de pouvoir renforcer l'équipe. Voilà la situation telle que, à mon sens, elle se présente. Elle est complexe, la situation. Elle n'est pas brillante, Maurice Safran. Impôt à la source, remaniement, il ne peut pas tout faire en même temps. Il ne va pas pouvoir annoncer le gel de l'impôt à la source en même temps que le remaniement, si tout est possible. Je pense qu'on peut faire les sous-titres des sous-titres. Il n'y a plus... Pour moi, en tout cas, peut-être que je comprends rien, mais il n'y a plus aucun doute sur le prélèvement à la source. Après, pour vous, c'est plié ? C'est plié. Pour moi, c'était plié dès l'instant où, publiquement, le président de la République émettait des doutes. À partir du moment même où il a émis le quart du début d'un doute, c'était fini. Mais là, après ce qu'il a dit cet après-midi... C'est le gros doute. Et c'est pas des fuites.
ça a été dit aux élus de la Mayenne pour qu'ils le répètent et que ce soit chez vous ce soir, évidemment. Donc ça, c'est terminé. De quelle façon est-ce qu'il va suspendre? Est-ce qu'il va dire il n'y aura pas de prélèvement à la source, c'est la mensualisation, etc. Mais sur ce point-là, c'est fini. Sur le deuxième point, je suis entièrement d'accord avec Guillaume, il n'y aura pas de remaniement demain. Il y aura un remplacement poste pour poste et peut-être 2 secrétaires d'État, parce qu'Agnès Buzyn est extrêmement débordée, ça c'est vrai, parce que pour l'audiovisuel, des gens lui disent, notamment le Premier ministre, qu'il faut épauler Françoise Nyssen, mais c'est méconnaître totalement la psychologie à partir du moment où nous disons, depuis une semaine, remaniement, il n'y a aucune chance. Mais aucune. Aucune chance. Alors attendez, Mathilde Panot. Je peux me tromper, évidemment. On a entendu. Tiens, écoutons-le, Jean-Luc Mélenchon, hier, au micro de Bruce Toussaint. Lui, il n'en veut pas de cet impôt sur le revenu, donc vous allez peut-être être exaucé. Écoutons. S'ils hésitent, je leur propose de ne plus le faire. C'est-à-dire qu'ils renoncent. L'impôt à la source est une très mauvaise idée. Et il ne faudrait pas qu'on enferme le débat sur la technique, c'est-à-dire est-ce que ça va marcher ou pas. Bon, oui, c'est un problème bien sûr, mais c'est l'idée même qui ne vaut rien. Au nom de quoi mon employeur aurait-il accès à la connaissance de mes revenus, de ceux de mon épouse si je suis marié, du point où j'en suis? Pourquoi? On a droit à une intimité, et pourquoi avoir inventé cette diablerie? Bon, alors l'argument de la vie privée, on va y revenir dans un instant, mais là, vous sentez aussi que vous avez été entendu en quelque sorte. En tout cas, vous dites, on y est presque, là, a priori, il va renoncer. On va voir, au-delà de la communication que moi je ne suis pas là pour analyser, mais en tout cas, nous, depuis le début, nous disons que nous sommes opposés à ce prélèvement à la source, déjà parce que c'est une mesure inutile, puisque on sait que à N+1, donc à une année +1, pratiquement c'est 99% de l'impôt qui est recouvert, donc nous n'avons pas besoin d'avoir une nouvelle forme de recouvrement sur ce point-là. Et sur le deuxième point, c'est que nous ne voulons pas que ce ne soit plus l'État qui recouvre l'impôt, mais qu'on passe par un tiers qui serait l'entreprise, ce qui pose des problèmes. Bon, alors on a posé le problème de la confidentialité des informations, mais aussi des problèmes pour les entreprises elles-mêmes qui vont devoir investir pour pouvoir recouvrir cet impôt. Et puis on passe par un acteur privé maintenant pour recouvrir l'impôt, ce qui n'est absolument pas acceptable dans notre... Enfin, ils sont soumis au secret quand même, non ? C'est une vraie question, c'est une vraie question qui va se poser. Je veux dire, vous n'avez plus un État centralisé qui va prélever l'impôt, mais vous avez votre employeur. Sinon, on peut dire aussi que le fisc, dans ce cas, ah oui, mais a toutes les infos. Le fisc, c'est une entité en soi. Des employeurs, c'est quand même beaucoup plus. Enfin, c'est plein d'entités un peu partout. Donc, ça pose un vrai problème philosophique, en fait, de qui recouvre l'impôt. Et c'est pour ça que nous sommes opposés à ce prélèvement à la source. Et c'est pour ça que si ça ne se fait pas, nous en réjouirons, ce qui ne veut pas dire que nous ne voulons pas changer l'impôt aujourd'hui, notamment sur les tranches, sur le prélèvement, nous avons des propositions, etc. Alors je vous entends tous, mais quand même, selon un sondage IFOP pour le JDD, 60% des Français souhaitent que l'impôt sur le revenu soit prélevé à la source dès janvier prochain. Non, mais on peut parfaitement... retourner ce que Mathilde Panot vient de dire, parce que c'est d'une injustice absolument terrible pour des gens qui partent à la retraite ou qui sont au chômage de payer leur impôt sur l'année d'avant, l'année d'après, etc. Oui, donc c'est parfaitement réversible. Hein. Ça se... Et les tas de grands pays. C'est absolument réversible. Il y a des grands pays qui vivent avec ça depuis des années. Il y a des Grande-Bretagne, il y a des grands pays. Mais effectivement, Mélenchon a absolument raison. C'est pas parce que les autres le font qu'il faut forcément copier. Ça, c'est assez juste. D'autant plus ça pose la question de pourquoi c'est sur un an. Familiarisé, et on veut plaquer un système individualisé sans réformer réellement l'impôt sur le revenu tel qu'il existe. Mais vous avez raison, à contrario, ça peut libérer aussi de l'angoisse d'avoir à payer des impôts. Oui, mais c'est dans le sens que notre système peut le permettre. Oui, mais effectivement, alors vous disiez que 60% des Français étaient pour, mais l'explication politique de Macron est implacable. Ce soir, c'est une explication psychologico-politique. Il dit 100 000 bugs, je suis mort, c'est fini. Il n'y a plus de quinquennat derrière. Donc il est évident maintenant qu'il ne prendra pas le risque. C'est fini. Pour vous, c'est fini. Pour moi, c'est fini ce soir. Vous, Bruno Jeudi, vous êtes à peu près sur la même ligne. À partir du moment où il a émis des doutes, tout l'été a défilé dans son bureau des gens qui lui ont dit il ne faut pas le faire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est à front renversé. Les socialistes qui étaient plutôt qui étaient d'accord, je pense à Christophe Castaner ou Richard Ferrand, on sait qu'ils sont plutôt opposés aujourd'hui, alors que le flanc droit, c'est-à-dire
Darmanin et Édouard Philippe oui, sont mais plutôt attendez, pour. alors qu'ils simplement, viennent Bruno, d'une famille juste qui était un faussée. tout petit rappel, 30 secondes. Le premier qui a mis le verre dans le fruit, c'est Édouard Philippe dans le journal du dimanche il y a 15 jours. Ouais, c'est le premier qui a émis clairement des doutes. Sauf Maurice que cette réponse lui a été soufflée par le président de la République direct. Possible. Donc il faut le dire pour éclairer la réponse. Guillaume Durand, s'il repousse, s'il enterre, c'est ridicule ou c'est pas ridicule? Ou ça sonne comme une inflexion? Non, mais c'est compliqué. un Mais moi, j'ai le compromis. sentiment qu'en matière de pouvoir d'achat, ce qui est un vrai problème pour la France, c'est pas tellement la façon dont on prélève l'impôt, mais le niveau de l'imposition qui est absolument phénoménal par rapport aux autres pays. Alors, je sais bien que ça va faire hurler les gens de la France insoumise, mais regardez même un pays comme le Portugal, qui a un gouvernement qui est un gouvernement proche de la France insoumise. Ils ont en matière fiscale, et pour les étrangers et pour les Portugais, une politique beaucoup plus libérale et beaucoup moins confiscatrice que nous. Et nous, on a à la fois le record du monde, enfin le record du monde, en tout cas le record d'Europe des prélèvements fiscaux, et en même temps, on a le record d'Europe des prélèvements sociaux. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est moins ça, c'est plus ça qui pose un problème que la manière de prélever l'impôt. Mais le timing et l'aspect psychologique des choses, si on compare les Français à ce qui s'est passé au moment où il y a eu l'informatisation de la paye dans l'armée, et où ça a été un bug terrible, c'est-à-dire si ça arrive à tous les Français, puis c'est arrivé aux militaires français... C'est la fin du monde. Là, alors, ça, c'est terrible. On comprend qu'ils ne veulent pas faire confiance à l'administration, vu les précédents qu'il y a pu avoir. Où je tomberai d'accord avec vous, c'est que l'impôt aujourd'hui, et l'impôt français, est injuste. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les classes moyennes, généralement, payent beaucoup plus. On a aussi le record de millionnaires en Europe. Hein. Enfin, voilà, donc il faut. Ceux qui sont les classes moyennes aujourd'hui payent beaucoup plus cher en proportion que les plus riches de notre pays. Donc nous, ce que nous proposons, c'est au lieu d'avoir 5 tranches comme il en existe aujourd'hui, d'en avoir 14 et d'avoir un impôt qui est beaucoup plus progressif. Et c'est. Oui, on n'y est pas. Non, mais je vous entends, mais on n'y est pas. Je dirais, pardonnez-moi, un point. Au départ, Sarkozy avait étudié cette affaire, puis Hollande l'avait mis sur pied. Au départ, il faut quand même se souvenir que si on s'est posé la question du prélèvement, c'est parce que fondamentalement, on voulait réformer l'impôt, voire la fusionner avec la CSG. Ce que vient de dire Guillaume, si demain il termine cette affaire, ce que vient de dire Guillaume sera la clé de son explication. Je n'arrête pas mes réformes. C'est pas la mienne. C'est pas une réforme Macron. C'est une réforme. Ah oui. Mais il n'était pas obligé de la récupérer. Non, mais il l'a récupérée. Voilà. Mais il a suspendu un an pour je ne dis pas que ça marchera. Je dis que sa tactique à partir de demain, pas dire moi je reste le réformiste implacable de la campagne. Je vais continuer toutes mes réformes et tout ce qui se passe à la rentrée, ça va suffisamment faire gueuler nos amis de la France insoumise. Tout ce qui se passe à la rentrée. Nous argumentons absolument. Vous argumentez. Voilà. Mais il va nous dire à partir de demain... pas comme une lettre à la poste. Oui, c'est ça, parce que l'axe de communication sera là. Il y a un coup, regardez Guillaume. Bien sûr. Oui, mais l'axe de communication sera là. Mais il n'y a pas que ça. Si on fait les totaux, il y a quand même 200 millions d'euros qui ont été engagés, sans compter les entreprises privées qui ont mis au point des logiciels pour les vendre. Il y a même une campagne à la télévision. Voilà, il y a la campagne actuelle, il y a tous ceux qui ont acheté des logiciels, il y a les logiciels qui ont été achetés. Enfin, ça peut devenir une espèce de scandale d'État, non? Ça peut prendre une tournure. Vous pourriez ajouter aussi que la décrédibilisation du ministre alors Gérard Darmanin, Darmanin n'avait pas besoin de ça. J'allais y venir. Ça veut dire un désaveu. Si ça veut dire désaveu, ça veut dire que Darmanin peut retourner en région. C'est là où on arrive, si vous voulez, c'est là où on passe d'un problème à l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le président de la République voudrait faire un remaniement à minima, mais s'il y a trop de gens qui se trouvent dans une situation totalement en porte-à-faux, ils peuvent se retrouver... je ne pense pas que ce sera le cas de Gérald Darmanin. Il se le met à dos, de toute manière. Mais s'il y a un certain nombre de gens qui sont totalement désavoués, Mézard par Berne, Darmanin par la situation, etc., Nyssen par Actes Sud, ça va devenir extrêmement compliqué à gérer. On ne peut pas tout mélanger. Oui, mais c'est il y a un problème très paradoxal, c'est que de l'avis général des observateurs, Gérald Darmanin est quelqu'un qui vient de la droite, de l'avis général des observateurs et de l'avis d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin est un des très bons ministres du gouvernement. Et là, celui qui désavoue objectivement Darmanin, si ça se passe comme ça, c'est le président de la République. Donc il va falloir il faut qu'ils trouvent quelque chose tous les deux, parce que c'est Emmanuel Macron qui affaiblit Darmanin. Donc c'est tout à fait particulier comme situation. Donc il est assez souple, Darmanin.
Je crois qu'il a montré dans sa vie politique. Ce qui nous emmène effectivement à ce remaniement qui devrait avoir lieu demain. Et on se dit effectivement, si Darmanin, si Macron se met à dos Darmanin, si on a Mézard, si on a Nyssen en difficulté, si on a le remplacement de Nicolas Hulot qui a quand même claqué la porte à Nicolas Hulot, comment vous voyez les choses, vous, et qu'est-ce qu'il faut faire demain pour récupérer la main? La première chose sur Nicolas Hulot, je crois qu'on a tort de concentrer tout le débat sur quelle va être la personne qui va remplacer Nicolas Hulot. Parce que le problème principal qu'a posé Nicolas Hulot en démissionnant, c'était de dire le libéralisme, le fait d'aller à tout va vers les lobbies, vers la finance, est incompatible avec l'urgence climatique dans laquelle on est. Et cette urgence, on parle souvent de long terme et de court terme, mais cette urgence, on la ressent aujourd'hui quand on voit la canicule qu'il y a eu cet été, quand on voit l'affaire du glyphosate, quand on voit la SNCF avec de plus en plus de camions qui sont mis sur les routes. C'est quelque chose qu'on ressent aujourd'hui concrètement. Et donc, si on se concentre seulement sur la personne, au lieu de regarder ce constat d'urgence qui est fait, de dire comment voulez-vous qu'un gouvernement qui a fait le traité de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne, avec le Japon, et qui est en train d'en faire encore une quinzaine d'autres, dans une absurdité écologique absolument immense, qui est en train de creuser les inégalités alors qu'il faut une société solidaire pour faire face au réchauffement climatique. On a fait le listing effectivement la semaine dernière. Alors, on n'arrivera pas à faire face à On n'y arrivera pas. Sauf qu'il faut de toute manière incarner ce poste d'une manière ou d'une autre. Non, mais avant l'incarnation, je suis d'accord. Avant l'incarnation, ce qu'on a vécu depuis la semaine dernière, et ça c'est très important, avant le problème de l'incarnation, il y a un vrai problème de ligne et de compréhension de ce qu'est le combat écologique aujourd'hui. Entre Emmanuel Macron et Cohn-Bendit d'un côté, peut-être Pascal Canfin, on va voir dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, Nicolas Hulot est totalement désespéré et donc totalement révolutionnaire. Il est pour la révolution. Le président de la République et Cohn-Bendit ne sont pas pour la révolution. Donc là, il y a un vrai désaccord de fond. Il y a un problème de ligne, il y a un problème d'incarnation. Je suis d'accord. Il y a un problème de ligne, il y a un problème d'incarnation, il y a un problème d'authenticité par rapport à cette question écologique. J'ai l'impression que Cohn-Bendit, il est aussi authentique que Nicolas Hulot. Enfin aussi. C'est un problème de ligne. Et je veux dire, il y a 10 ans, Nicolas Hulot était très proche de Jacques Chirac, donc on ne peut pas dire que la définition politique de son itinéraire politique soit une droite absolue. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il ait vraiment de leçons à donner. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne font pas le même constat. C'est-à-dire que s'il revient à des idées qui sont celles de la décroissance, qui étaient défendues par Alain Lipietz il y a des années et des années, il est évidemment en contradiction totale avec le gouvernement d'aujourd'hui, qui veut faire une écologie qui soit une écologie compatible avec la compétition mondiale. Parce qu'autrement, ça n'a aucun sens. C'est Pascal Canfin, quand il était au gouvernement de François Hollande, il a essayé de travailler, comme beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'écologie à cette époque-là, sauf la bataille avec Delphine Batho, dans un registre, on se souvient de la COP21, qui était quand même un registre non pas de rupture absolue, mais on y va tous. De réformisme. Il reste une minute. Mais est-ce que Emmanuel Macron a encore les moyens de faire croire qu'il peut mener une politique écologique forte, compte tenu de ce qui s'est passé il y a une semaine avec Nicolas Hulot? Pardon ? Télévision. On vient de parler de tas de sujets différents qui nécessitent que sous la Ve République, le président s'explique en urgence. Parler aux Français. La réponse est non. La réponse est non. Il ne peut pas. Et la réponse, c'est un président qui continue la politique de la finance à tout va, la politique du libre-échange à tout va, la politique des lobbies à tout va avec le glyphosate. La réponse est il ne pourrait jamais mener une politique écologique. Mais au début de sa carrière politique, Jean-Luc Mélenchon n'était pas le roi des écolos. Et à la fois, ce sera la dernière question et la dernière réponse que j'attends, vous, Maurice, en 10 secondes. Est-ce que l'écologie et la sauvegarde de l'environnement intéressent vraiment le cœur de l'électorat macroniste? Parce que c'est peut-être ça fondamentalement la question. En tout cas, les retraités aisés, les entrepreneurs, les cadres supérieurs du secteur privé. Sans aucun doute, c'est une question fondamentale. Dans la majorité des 24% du premier tour, c'est des électeurs qui viennent plutôt de la gauche, pour qui, effectivement, c'est une question absolument fondamentale. Alors, effectivement, la communication. Guillaume a entièrement raison. Ça se passe aujourd'hui entre les Français et le président, entre le président et les Français. Il va falloir qu'il aille à la télévision, c'est très juste. Un signal politique demain qui lui a envoyé. Merci beaucoup, Mathilde Panot. Merci Guillaume Durand. Merci Maurice Safran. Bruno Jeudi demain, ici même, 21h pour poursuivre, évidemment, avec peut-être ce remaniement. Et puis la suite, c'est Bruce Toussaint en direct. À demain.